On aimerait pouvoir recevoir des leçons alors qu'on parle des gens qui ont marché sur les corps des Congolais, qui aujourd'hui doivent vous expliquer qu'il faut absolument. On a trouvé une bonne solution, on va vous donner un projet de constitution sur lequel il faut absolument que vous disiez oui parce que vous n'êtes pas habitué au compromis ni aux discussions. On vous tue d'abord et puis on vous explique que vous n'avez pas compris encore comment est-ce qu'on discute et dorénavant vous devez apprendre à discuter. 6 millions de morts au moins, pour l'instant, c'est ce qui est convenu. Et ils sont en responsabilité. Pour pouvoir divulguer, monsieur, on a un territoire qui s'appelle les Congo aujourd'hui, qui a 2 345 000 km². C'est pour répondre à vos questions, j'ose espérer que vous me suivez, puisque vous êtes en même temps en pleine discussion. Et 2 345 000 km², ça veut dire il n'y a pas d'infrastructure autoroutière, il n'y a rien pour joindre un bout à l'autre. Lors de la procédure d'enrôlement, tous ceux qui avaient le moyen, c'est-à-dire les PPRD, les MLC, les RCD et leurs alliés qui sont actuellement en responsabilité, envoyaient des états-majors avec les moyens de l'État. Puisqu'il ne m'en souvient pas que aussi bien Kabila et que les autres aient amené de l'argent au pays, qu'il soit à eux qui puissent utiliser aujourd'hui. C'est l'argent qui est tiré des structures de l'État, aussi bien des entreprises de l'État que autres, qui sont occupés à utiliser aujourd'hui à leur fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure qui prévoit de pouvoir donner aux partis politiques, distribuer aux partis politiques, ce qu'il faut, parce qu'on ne sait pas très bien qui a combien d'adhérents sur la République, pour disposer d'une quotité supérieure aux autres, on ne sait pas encore. Mais néanmoins, ils ont mis des moyens énormes pour pouvoir divulguer. De la façon où ils sont déplacés pour aller vers les enrôlements, que les états-majors ont été vers les enrôlements. On a tous vu à la télévision, on nous a montré caméras un peu partout dans toutes les provinces en train de circuler en jeep, avion et tout ça. Donc ils avaient les moyens concrètement de pouvoir amener ces textes s'il fallait. Et les textes sont sortis quand? Quand est-ce qu'on a mis les textes à disposition? On parle du mois de novembre, on est au mois de décembre. On parle du mois de novembre. On parle d'un pays qui a 2 345 000 km², avec à peu près 60 millions d'habitants. Donc pour pouvoir se rapprocher de la population, il fallait s'y prendre assez tôt déjà. Même si on est en difficulté de pouvoir expliquer l'origine du texte et sa validité, mais néanmoins il aura fallu qu'il soit même prêt un peu plus tôt, de manière à ce que, sachant très bien les complications ou la complexité de la structure économique du pays et les moyens d'atteindre les gens, il fallait s'y prendre un peu plus tôt ou bien donner un peu plus de temps. Prenons 6 mois, le temps d'avoir les documents en main et circuler de ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu les Congos. Présentement, entre parenthèses, présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. J'aimerais pouvoir rappeler quelques notions d'histoire par rapport à ça, puisqu'il faut se baser à l'indépendance. Ça veut dire quoi, à l'indépendance? À partir de 59 ou 60, puisqu'on va parler de 59 en discussion, 60, on a l'indépendance. Toutes les tribus éventuelles qui auraient quitté leur pays pour quelque raison que ce soit, qui seraient déplacées sur le Congo, pour des raisons autres que les raisons qu'on connaît aujourd'hui, qui seraient installées, ou pour le commerce tout simplement, pourraient légitimement réclamer aujourd'hui d'être des Congolais d'origine, en 60. C'est ce que juridiquement ça veut dire. Je ne voudrais pas dialoguer avec vous, mais nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là. C'est votre droit. Vous voyez une tribu tout entière quitter et venir s'installer au Congo, rien qu'en 60. Et je suis désolé pour voir. Ça, c'est théorique. Non, monsieur, mais on va y venir. Non, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, on est en train de discuter. Même à contrario, excusez-moi, c'est-à-dire que même s'il y a eu des Congolais avant 60 qui sont allés s'installer ailleurs, ces gens-là perdent la nationalité congolaise. Parce que ça n'existe qu'à partir de 60. Dois-je continuer mon propos? Il est nécessaire que je continue mon propos. Je continue mon propos. Non, c'est pas seulement, c'est très important. Ce n'est pas le temps de tout le monde. Je crois que c'est scientifique. Ce n'est pas scientifique. Non. L'évacuation n'est pas un problème, c'est important. C'est l'os du problème. On est au creux du problème. C'est là le problème. On peut discuter de toute la Constitution, mais ces points-là, on doit l'évacuer absolument. C'est les points d'ancrage. C'est celui qui permet à quiconque. On ne peut pas discuter tous ensemble en même temps. Je sais pas, il ne faut pas trouver un peu modéré la salle pour l'instant. J'ai écouté monsieur parler, je ne suis pas intervenu, alors j'aurais pu le faire. Mais tout simplement, j'aimerais pouvoir insister là-dessus. Monsieur, croyez-moi,
Ce qui fait qu'on puisse être une nation, c'est la nationalité et rien d'autre. On peut discuter sur tous les projets, c'est possible. Sur ça, il ne faut pas laisser passer. Parce qu'on est dans les creux de la situation, c'est-à-dire que c'est les braquages de nationalité. On a vu ici en Europe comment ça se passait pour la nationalité. C'est ce qui fait qu'il y a des guerres par rapport à la nationalité. C'est ultra sensible. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Aussi pointu soit-il comme sujet, il est nécessaire qu'on puisse en déterminer les causes, le pourquoi, le comment et comment on va savoir s'en dépêtrer. C'est nécessaire. Donc je disais ceci, vous avez parlé du Congo belge et de Rwanda-Burundi. Ne confondons pas les choses. Il y a l'État indépendant du Congo, 1885, conférence de Berlin, admis en tant que tel par rapport aux frontières qui sont les nôtres jusqu'aujourd'hui. Donc en ce moment-là, on a un État. C'est là qu'on commence, c'est le point de départ du Congo. Puisqu'avant, il y avait des entités diverses, royaume tel, Cuba, Lunda, tout ça. On sait très bien. On a été réunis dans une frontière sur l'acceptation internationale. On a déterminé, on n'était pas les seuls. Il y avait aussi le Moyen-Orient, un peu partout, tout ça, où on avait déterminé des frontières. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a toujours des guerres, y compris ce qu'il y a eu entre l'Irak pour le Koweït. Ça fait partie de la même époque. Mais néanmoins, entre 14 et 18, après la guerre de 14 et 18, dès lors que l'Allemagne a perdu la guerre, donc a perdu aussi son influence sur certaines terres, y compris les Rwanda et les Burundi, qu'on a confié à la Belgique à l'époque, qui a récupéré ça. La Belgique qui a eu les Congos seulement en 1908, qui a récupéré la Belgique les Congos en 1908 seulement. Donc avec des Congolais sur cette terre-là. Avec déjà notre génocide de Léopold II qui est reconnu, qui a été reconnu, qui a été écrit partout. Donc, c'est nier déjà ce génocide et pouvoir dire qu'il n'y avait pas de Congo à l'époque. De reconnaître seulement le Congo des 60. Ça pose un problème de fond. On ne peut pas s'en départir en disant non. On a eu une discussion extraordinaire à la télévision belge ici, pourtant sur ce génocide. On était absents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la conscience de ce qu'on est et d'où on vient. On laisse aux autres de pouvoir le dire. Il y a eu une femme qui travaille à Oxford, une enseignante à Oxford, qui a déterminé en disant mais ces gens-là ne veulent pas s'occuper de leur pays. Ils aimeraient que les autres s'en occupent. Si on n'est pas capable aujourd'hui de déterminer qui on est, d'où on vient, où on va, les génocides qu'on a subis ne comptent pas du tout. Alors que le monde extérieur s'est acharné là-dessus contre Léopold II, à propos de ce génocide, on n'en parle même pas. Y compris du fait qu'on puisse nous dire que les Belges étaient pionniers, c'était un scandale. Est-ce qu'on pourrait dire ça actuellement? En France, on parle d'un texte qui dit les rôles positifs, ça créait un débat terrible. Et nous qui avons subi un génocide, nous sommes les premiers à pouvoir dire que c'est un rôle positif. Mais c'est la folie. Donc, pour maintenant arriver au point d'ancrage qui nous concerne, à savoir la nationalité, donc on dénie totalement toute cette période-là en disant étaient Congolais sur la partie de 60, enfin, ceux qui étaient dans cette entité à partir de 60. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda en 59? Il s'est passé des choses abominables en 59 entre les Tutsis et les Hutus. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, on a déversé un nombre important déjà de Tutsis à l'époque qui ont traversé, qui aujourd'hui s'appellent les Moulengues. Les Moulengues, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien dire tout. Demandez aux gens qui viennent de la province, qui savent très bien la situation de ce coin-là, ils sont installés en 59. On peut les reconnaître, on peut les raccorder dans la nationalité congolaise. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour 10 000 ou 20 000 ou 30 000 qui se posent un problème par rapport à 60 millions. Ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est même pas un sujet. Pour moi, il n'y a même pas de sujet par rapport à ça. Mais tout simplement qu'on laisse aux Congolais les choix de décider qui devient Congolais, comment il le devient. Mais qu'on ne puisse pas nous imposer par un tour de passe-passe un mécanisme honteux en nous disant oui à partir de 60 et qu'on nous dise voilà on est en train de pouvoir s'aimer la démagogie sur ma nationalité, je suis prêt à pouvoir mourir, qu'on m'appelle démagogue pour ma nationalité, c'est tout ce que j'ai rien d'autre, je n'ai rien d'autre que ma nationalité, donc c'est ultra important par rapport à ça. Donc c'était juste pour apporter un peu une réponse à une question par rapport à ça. Si vous voulez on peut continuer la discussion un peu plus tard sur cette nationalité, c'est ultra important pour vous, pour vos enfants, c'est ultra important, il faut retenir ça. Maintenant, pour revenir à notre ami Placide Boukata, portant sur à qui profitent ces projets. Monsieur Boukata, il y a un problème, c'est que quand on voit très bien qu'on a braqué la nationalité, sur base de laquelle on peut devoir justifier qu'on est Congolais pour pouvoir demander à trois responsabilités, devenir président de la République, les ex-réfugiés qui sont venus du Rwanda, qui est légitimement, selon la Convention internationale, on a accordé l'asile. Dans un premier temps, à Lubumbashi, ils étaient étudiants, on se souvient encore. Aujourd'hui, ils sont candidats à la présidence. Qu'est-ce qu'ils réclament? Puisque certains de leurs parents étaient au Congo en 60, par conséquent, ils étaient aussi congolais d'origine, ils refusent même le fait qu'ils ont été réfugiés au Congo. C'est fini, terminé. Ils n'ont pas à dire ça. Ils se portent candidats officiellement à la présidence de la République. C'est ça la suite logique de ce texte ici. Et on est en train de dire que non, on est en train d'aller dans le faux. Mais quoi dans le faux? Il y a des documents officiels qui ont été démontrés à quel moment certaines personnes sont rentrées au Congo. Début des années 80, ils sont installés à Lubumbashi, ils ont été à l'université sur place, ils sont en tant que Rwandais réfugiés. C'est officiel, c'est pas caché. Qu'on ne puisse pas porter la preuve contraire.
Ça a été reconnu officiellement, il y a des photos et tout. Ça a été fait. Ces gens-là aujourd'hui se portent candidats à la présidence de la République. Au titre de quoi? De ces textes-là. Puisqu'ils peuvent justifier concrètement qu'effectivement, à l'époque, puisque certains de leurs parents avaient traversé, par conséquent, ils rentrent dans les cadres de cette constitution et peuvent légitimement réclamer la nationalité congolaise d'origine. Bien. Ça, c'est un point pour pouvoir répondre. C'est-à-dire, vous voyez très bien à qui profite la situation dont vous parliez. Et vous m'aviez posé la question comment dirais-je, de l'approbation éventuelle par rapport à la révision. C'est vrai qu'il y a une période, il y a un moratoire de 5 ans. Pendant 5 ans, il ne pourra rien se passer. Mais les choses sont tellement verrouillées que le Parlement, de toute façon, n'a pas à intervenir dans la situation tant que le président n'a pas dit les moindres mots. Or, c'est lui qui prévoit cette constitution est sûr qu'il aura la présidence. Et que par conséquent, il ne pourra pas permettre, parce qu'on peut se remettre voir que ce soit en cause pendant les 5 ans qui courront à partir de ces élections. Donc, j'ai le malheur pour moi de pouvoir dire qu'il est malheureux, en fait, pour ne pas faire de pléonasme, qu'on puisse à la fois être congolais, participer à la discussion du pays, s'allier aux étrangers. J'ai dit bien étrangers, je le dis, et j'insiste, parce que les étrangers d'hier ne peuvent pas être aujourd'hui les Congolais d'aujourd'hui. James Kabaré hier, qui était notre Congolais officiel, aujourd'hui n'est plus Congolais officiel, et on le sait tous. Beaucoup parmi nous aussi aujourd'hui auraient pu réclamer légitimement que James Kabaré soit aussi présidentiable. On aurait pu le dire aujourd'hui s'il n'était pas parti de l'autre côté. On aurait pu le dire aujourd'hui. Sur base de ça. On aurait pu le dire aujourd'hui. Heureusement pour nous, entre parenthèses, il est parti. Mais il nous reste encore les Bizimarara, l'autre Robérois qui est là, officiellement. Ils sont là, pour l'instant. Ils peuvent devenir Congolais, ça ne me pose aucun problème. Mais d'acquisition, oui. Pas d'origine. D'acquisition, je suis tout à fait d'accord avec eux. Ils peuvent rendre des services au pays. Leurs enfants peuvent prétendre à la magistrature suprême. Je suis d'accord avec eux. Parce que l'Amérique fait ça. Tu ne peux pas devenir président des États-Unis quand tu n'es pas d'origine, ou bien après la première génération. Aux États-Unis, on fait ça. C'est un pays démocratique. Alors, des grâces, soyons sérieux. Voilà un peu les pièges vers quoi on veut nous amener. Portant sur les gens qui ont participé aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre, aux crimes... Non, mais non, vous le direz en ce moment-là. Vous le direz, ça c'est notre débat. Lorsque... Oui, ça c'est notre débat. Je dis simplement, puisque vous êtes en train de l'avouer haut et fort, que vous avez levé l'option de participer dans un gouvernement qui aujourd'hui... Nous ne sommes pas au gouvernement, nous sommes au Parlement. C'est du pareil au même. Qu'est-ce que vous parlez? C'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Nous assumons. Enfin, vous êtes au pouvoir. Les poursuites judiciaires porteront aussi sur votre entité. Ou non. Mais quand on entend les arguments des partisans du oui, force est de constater que ce référendum au Congo n'avait pas de raison d'être. Ce matin, j'ai été à l'écoute de la radio Air Libre. J'ai suivi un représentant du RCD à partir de Kinshasa. Il a dit ceci: il faut voter oui, car si on ne vote pas oui, c'est le retour à la case départ, c'est-à-dire les troubles et tout le reste. Et je pense que le PPRD est dans la même ligne. Nous avons suivi le numéro 2 ou 3 de la Commission électorale nationale qui a dit qu'il faut voter oui, ce qui est très grave parce que quand c'est la commission électorale qui organise les référendums et prend position, donc on est très mal parti. Parce que le devoir de la commission électorale aurait constitué à donner la parole aux partisans de oui et aux partisans du non, de défendre leur point de vue en toute égalité. Et qu'est-ce qu'il dit, ces messieurs? Il faut voter oui, parce que si on vote non, on sera en retard sur le calendrier électoral.
Ce qui signifie en termes clairs que ceux qui organisent les référendums dans notre pays et qui disent de voter oui n'ont aucun respect pour le choix de la population. Strictement aucun respect. Parce que si vous organisez un référendum et que le peuple doit se prononcer oui ou non, vous devez intégrer dans le calendrier électoral la réponse non. C'est-à-dire, quand c'est un non, voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est la première remarque. Nous avons des partisans du oui ici qui reconnaissent, et ça c'est ahurissant, qu'il y a des lacunes dans cette Constitution et qu'il faut la voter. Le parti politique ANADER que je ne connais pas le vôtre. Celui-là, je le connais tout simplement parce que je connais Albi, qui est un ami. Ce parti a été présent aux assises de la conférence nationale souveraine. Il y a eu un projet constitutionnel que ce parti politique avait applaudi de deux mains. Et ce projet constitutionnel, jusqu'à preuve du contraire, aucun Congolais n'a eu à déclarer qu'il y avait des lacunes dans ce projet constitutionnel. Pourquoi aujourd'hui choisir de dire oui à un projet constitutionnel que vous connaissez pertinemment bien et dont vous soulignez les lacunes, alors que vous aviez applaudi un autre projet constitutionnel sans en souligner la moindre lacune? Cette démarche est purement puérile, enfantine. Permettez-moi de vous le dire. Parce qu'on ne peut pas en même temps applaudir le projet constitutionnel de la CNS et venir aujourd'hui demander à la population de voter pour un texte qui est truffé de platitudes et de lacunes. Autre chose, quand le partisan du non affûte leurs arguments, répondez à leurs arguments. Ne venez pas nous brosser un tableau général du contexte du pays. Nous savons très bien que dans la guerre d'agression que nous avons connue, il y a eu des agendas cachés. Et parmi ces agendas cachés, la partition du pays était à l'ordre du jour. Et cette partition du pays, que certaines personnes n'ont pas eue à travers les armes, aujourd'hui, avec le projet constitutionnel qu'on nous présente, ils peuvent l'avoir facilement, de façon démocratique entre guillemets. Pourquoi? Je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont été exposées ici par le représentant des Républicains. Ces raisons sont suffisamment éloquentes pour vous faire comprendre que demain, avec un projet constitutionnel que nous n'avons pas le droit d'amender pendant 5 ans, mais qu'est-ce qui peut se passer pendant 5 ans? Vous ne vous posez pas cette question? Pendant 5 ans, vous ne pouvez pas l'amender, c'est le président de la République. Et nous avons aujourd'hui, contrairement à l'expérience que je viens de vivre au Libéria, le président de la transition n'avait pas le droit d'être candidat au présidentiel. Ici, nous avons un président de la République dont la nationalité suscite plusieurs interrogations, dont la coalition avec les agresseurs rwandais suscite plusieurs interrogations. Et vous vous permettez de demander à la population de voter pour ce projet. Et la façon même dont vous organisez donc le débat entre le oui et le non est antidémocratique. Les partisans du oui battent campagne avec le moyen de l'État. Et les partisans du non avec quel moyen? Et vous vous présentez en démocrate, vous n'avez pas honte. Je m'arrête là, sinon je pense que je vais perdre patience et vous insulter. À propos de la nationalité, je suis un peu peiné. Pourquoi? Je suis congolais et mes enfants, à leur naissance, étaient nés congolais. Et voilà qu'un jour, la Belgique décide, instaure une loi disant que est belge tout enfant né d'un parent belge. Et plutôt la mère de mes enfants étant belge, ces enfants sont devenus belges. Et la loi congolaise ne les a pas protégés. Ça fait que pour aller au Congo, moi je pars sans problème et mes enfants doivent prendre un visa pour rentrer chez eux. Il y a un problème. Donc, il faut quand même que le Congo protège
ces enfants, parce que ce sont mes enfants, et ce sont les enfants, dans leur mentalité, dans leur manière de vivre, c'est à la congolaise. Et pourtant, la loi, l'État belge a décidé qu'ils sont belges, point, c'est tout. Alors, ça c'est une